Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat si vous nous entendez bien? Je suis donc, Eric Demaret, Head of SEO chez Orixa. Merci Louis, Edith et Lucas. Donc je le disais, je suis Eric Demaret, Head of SEO chez Orixa. Je suis en compagnie de Sandra Platel, qui est avec moi, consultante SEO, qui va s'occuper de modérer ce petit webinaire. Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à intervenir et poser dans le chat. Sandra pourra vous répondre directement ou alors poser les questions. On verra soit au fil de l'eau ou soit après le webinaire. En attendant que tout le monde se connecte, Sandra a préparé un petit sondage qu'elle va vous proposer. Je pense qu'on va attendre encore quelques minutes histoire d'avoir les personnes qui arrivent. C'est vrai qu'on est 9h30 le matin. À Paris, c'est le démarrage de la journée. Donc, il y a toujours des petits soucis de transport qui peuvent arriver. On va attendre quelques minutes. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer assez rapidement. Aujourd'hui, donc on a 1 heure. Je pense que je vais essayer de faire un peu plus rapide dans les faits pour avoir un petit peu de temps de questions-réponses par la suite. Au sommaire, on va d'abord voir le contexte aujourd'hui dans lequel on se trouve, ce qu'il en est au niveau des IA et puis de l'AI Overview. Comment fonctionnent les moteurs IA? Je pense que c'est intéressant aussi pour comprendre justement là où on peut agir d'un point de vue SEO et GEO. Et ensuite, on verra le plan d'action et un peu la méthodologie que vous pouvez appliquer pour booster votre visibilité sur ces nouveaux leviers. Au niveau du contexte, vous le savez, aujourd'hui, on est vraiment dans une ère de la fragmentation de la recherche. Donc, on peut effectivement rechercher directement sur les moteurs de recherche traditionnels type Google, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que dans nos accompagnements SEO, ça fait déjà un moment qu'on tend justement à se déplacer et toujours d'accompagner l'audience là où elle se trouve. Et donc, au-delà des actions de SEO pure et de ranking, on va chercher aussi à développer la visibilité sur les réseaux sociaux type YouTube et TikTok qui permettent aussi d'aller chercher une audience un peu incrémentale et de la visibilité supplémentaire. Et on a effectivement l'arrivée des IA maintenant depuis quelques années qui préemptent aussi une certaine part de la recherche. Donc là, vous avez ici les projections des taux d'utilisation des leviers d'ici à 4-5 ans. Donc évidemment, ça reste des projections, mais on sait que quoi qu'il arrive, la recherche, elle est de plus en plus fragmentée et que finalement, on peut vous trouver de multiples façons possibles et qu'il faut donc être visible sur ces différents leviers. Ce qu'on sait également, c'est qu'on a une baisse attendue du trafic des sites web qui est due à plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a aujourd'hui une part des intentions de recherche qui est captée en quelque sorte par les LLM, donc ChatGPT, Gemini, Perplexity, pour citer les plus importants, mais aussi parce qu'on a une pression accrue et sans précédent sur le clic organique. C'est-à-dire que même si vous êtes aujourd'hui bien positionné dans Google, que vous soyez premier, deuxième ou troisième, on s'aperçoit finalement que le taux de clic, il ne fait que baisser parce qu'on a des pages de résultats qui sont de plus en plus enrichies, de plus en plus multimodales, avec des packs de Google qui peuvent apparaître. Et finalement, même si vous êtes premier, on s'aperçoit qu'en termes de visibilité, vous pouvez être en dessous de la ligne de flottaison. Donc, on a besoin de scroller parce qu'on a de l'ADS qui apparaît, on peut avoir un pack local, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des people also ask, on peut avoir des site links, on peut avoir des sites de lieux, etc. Donc, il y a plein de formats qui peuvent apparaître et un peu parasiter en quelque sorte la visibilité SEO que vous avez. Ça, c'est la première partie.
Donc aujourd'hui, on est déjà à peu près à 60% de recherches sur Google qui génèrent aucun clic. Donc c'est déjà un gros chiffre. Et c'est rien comparé à ce qui nous attend demain quand l'AI Overview va apparaître. Donc l'AI Overview, ce sont les réponses de l'IA qui vont apparaître au-dessus des résultats organiques. C'est déjà le cas aujourd'hui à l'étranger, ce n'est pas encore le cas en France. Il n'y a pas de date officielle, en tout cas de déploiement en France. Donc on attend, ça fait un petit moment qu'on attend. Donc il y a un peu un sursis d'un point de vue stratégie, je dirais, SEO, GEO, mais il faut s'y préparer. Et puis, on a également l'AI Mode à l'étranger, où directement, c'est une sorte de Gemini accessible directement dans Google. Ce qui fait que tout ça mis en place, on s'attend quand même à une perte de trafic assez importante sur la partie organique. Pour vous parler, de faire un petit focus sur l'AI Overview, on a des études qui nous montrent que finalement, pour être présent dans ce fameux résumé IA au-dessus des liens organiques, finalement, on a 75% de corrélation avec le top 10. Donc, c'est assez lié quand même avec votre positionnement en SEO. Plus vous êtes bien positionné en SEO, plus vous avez de chances finalement de revenir, de tomber dans cet encart. Je vous ai mis ici un petit aperçu ici sur une question où vous avez un aperçu IA qui apparaît avec des sources. Donc, même si vous êtes visible sur cet aperçu IA, donc c'est bien en termes de visibilité, seulement en termes de taux de clic, on observe qu'on a jusqu'à moins 34% de taux de clic sur les résultats SEO, parce que forcément, on a un résultat et un mode conversationnel qui apparaît au-dessus, et parfois l'information est déjà présente, on n'a plus besoin d'aller cliquer pour aller sur un site chercher l'information. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Il y a un impact qui est fort, du coup. Je vous ai mis ici un exemple de Search Console d'un site à l'étranger où vous avez à la fois les impressions bleues, les clics en bleu, pardon, et les impressions en violet. Donc, on voit qu'il y a un détachement à partir du moment où l'AI Overview est déployé entre les impressions et les clics, puisqu'il y a toujours autant d'impressions. Par contre, on perd en clics alors que la position n'est pas forcément en train de s'effondrer. La position est stable. C'est ce qu'on appelle l'effet crocodile. Concernant les moteurs IA, ici c'est un petit peu différent et intéressant. On s'aperçoit finalement qu'en fonction des moteurs IA, que ce soit Perplexity, GPT ou Gemini, on n'a que 8 à 30%, je dirais, de corrélation dans le top 10 de Google par rapport à la réponse de l'IA. On va voir un petit peu tout à l'heure comment fonctionne l'IA. Mais l'IA va se baser soit sur sa base de connaissances ou soit sur la recherche augmentée où elle va aller regarder en direct, chercher l'information sur les différents sites. Et en fonction, elle va pouvoir sourcer ses réponses et mettre en place des liens ou pas du tout, parce que si elle se base sur sa base de connaissances, elle n'a pas forcément besoin de mettre en place de sourcing. En tout cas, c'est intéressant et c'est important de s'y pencher aujourd'hui. On a une hausse de l'utilisation des moteurs IA. ChatGPT, il s'est hissé assez rapidement dans le top 5 des sites les plus visités au monde. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que finalement, ça fait quelques mois quand même que ChatGPT plafonne et on a une forte hausse de l'utilisation de Gemini qui monte, qui est poussée évidemment par tout l'environnement de Google. La recherche, finalement, elle est complémentaire, puisque c'est assez rare que quelqu'un nous dise moi, je n'utilise plus jamais Google, je passe que par ChatGPT ou par Gemini pour faire toutes mes recherches. On va le voir, en fait, finalement, on utilise effectivement les moteurs IA, mais en complémentarité des moteurs traditionnels. On peut avoir aussi l'utilisation des moteurs IA plutôt en phase un peu de recherche, de benchmark et d'informationnel. Et là, on va rentrer plutôt dans le transactionnel. On va quand même avoir ce réflexe de revenir sur du Google pour faire les intentions transactionnelles finales ou intentions de marque, puisque voilà, vous avez déjà fait toute la phase de recherche informationnelle au préalable et que du coup, vous savez précisément sur quelle marque vous voulez convertir. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'IA a un périmètre beaucoup plus large que la recherche, parce que finalement, on n'utilise pas l'IA que pour faire de la recherche d'information. Ça, c'est des données qui nous proviennent de OpenAI, qui expliquent que finalement, on a 22% de l'utilisation qui est faite pour de la recherche d'information, telle qu'on pourrait la retrouver sur du Google. Mais on va également utiliser l'IA pour la rédaction de contenu, la création d'images,
pour de la programmation, voilà, pour répondre à des questions très spécifiques, avoir des conseils, avoir de l'idéation pour voilà, quelques sujets que ce soit. Et finalement, quel trafic en provenance des moteurs IA? Ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'on sait que tous ces moteurs vont présenter une certaine part justement des intentions de recherche, mais elles ne vont pas redistribuer tout ce trafic vers les sites des marques, puisqu'on rentre dans du conversationnel justement avec l'utilisateur qui va pouvoir poser différentes questions, affiner et rentrer vraiment dans du conversationnel. Et finalement, on a très peu de clics. Ici, vous avez une étude de Ahrefs qui vous montre en fait les pourcentages de trafic par source. On voit que Google est encore, voilà, le SEO est encore le levier numéro 1 d'acquisition de trafic. Et finalement, quand on regarde ChatGPT, Perplexity, Copilot, Gemini, voilà, ils sont tout en bas. Donc, c'est moins de 1% de trafic. Et ça, c'est assez normal. Donc, si vous avez aujourd'hui peu de trafic qui vient depuis les moteurs IA, ce n'est pas forcément d'erreur. Ça ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui se passe mal sur votre marque. C'est assez classique. Ce qu'on sait également, c'est que le peu de visites qui proviennent des moteurs IA, elles sont en général plutôt qualifiées. Parce que là, vous avez les taux de conversion, justement, par acquisition. Donc, le ChatGPT, par exemple, qui a 11% voilà, de taux de conversion versus du paid qui se situe en moyenne à 9% et de l'organique à 5%. Ça, c'est une étude de SimilarWeb et on le voit, on le sait, parce que finalement, on a assez peu de clics. Mais quand on a un clic, finalement, on sait que l'utilisateur il est déjà renseigné différents prompts, il a déjà conversé avec l'IA et finalement, le moment où il décide de cliquer, a priori, tout le tri s'est déjà fait en amont et il est plus apte à convertir. Google, ça reste la porte d'entrée du search, c'est ce qu'on disait. Le SEO reste le levier numéro 1. Ici, vous avez par exemple en vert le trafic de Google par rapport au trafic de ChatGPT et de Gemini. Donc, on voit qu'effectivement, Google reste largement leader. Il y a toujours de plus en plus de requêtes qui sont formulées sur Google. En revanche, plus de requêtes, mais moins de clics. Et donc, moins de trafic. Ça, c'est vraiment une notion qui est importante à avoir. Et puis, la question qu'on se pose, c'est aussi pour combien de temps? Alors là, personne n'a la réponse. Pour combien de temps l'utilisation de Google de manière traditionnelle va rester le levier numéro 1? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Vous avez ici une étude de SEMrush qui donnait des projections, des tendances où la part des IA était effectivement en hausse et celle du SEO traditionnel tout en baisse, et là estimée à 2028 où il y a un switch. Donc, que ce soit 2028, 2030 ou plus. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui poser les premiers jalons de votre stratégie, de développer votre visibilité, de commencer à mettre en place des actions, à vérifier ce qui se passe, comment l'IA réagit et vraiment d'être prêt aussi pour accumuler de l'historique et prendre le sujet dès aujourd'hui. Donc, pourquoi faire du SEO, du GEO, pardon, et pourquoi investir dans un levier qui ne rapporte pas de trafic? Ça, c'est une question qui nous revient assez régulièrement en disant, ouais, mais bon, 1% de trafic par rapport à tout le reste qui est en SEO, pourquoi je mettrais du budget sur le GEO? Justement, la réponse, c'est que le GEO n'est pas fait pour acquérir du trafic. Il faut changer les KPI de suivi. Pourquoi vous devez faire du GEO? Parce que vous devez être présent justement dans la prise de décision, sachant que les IA vont influencer les choix et que finalement, quand vous utilisez un ChatGPT, un Gemini, tous les prompts, en tout cas sur la phase de recherche, peuvent sous-entendre une comparaison entre des marques ou entre des produits. On va toujours chercher le meilleur produit, la société avec les meilleurs avis, ou alors le produit le moins cher, ou au contraire, plutôt quelque chose qui est très robuste, très efficace, un organisme qui est sérieux, qui est réputé, etc. Donc, quand finalement on recherche dans l'IA, l'IA va utiliser différentes bases de données, à la fois les bases, je dirais, d'index de Google, mais aussi tout ce qui va concerner les avis utilisateurs, tout ce qui va concerner les forums où on discute un peu des produits ou des marques. Et donc, on a des choses un petit peu différentes qui peuvent être remontées par les IA. Donc ça, c'est important, effectivement, d'être présent au sein de cette prise de décision. Il faut aussi rester visible là où l'attention se déplace. On sait qu'aujourd'hui, effectivement, ChatGPT, c'est le top 5 des sites au monde, donc il y a quand même un sujet très sérieux. Et puis surtout,
il faut investir pour exister, être cité pour exister, et ne pas investir, c'est aussi laisser finalement les gros concurrents prendre la place. Donc ça, c'est important. Et également, surveiller ce que l'IA dit de vous, parce que quelque part, on perd le discours de marque. C'est plus vous qui maîtrisez ce que l'IA dit de vous. Hein. Quand vous faites votre site Internet, vous maîtrisez vos pages, vous maîtrisez un petit peu les métadescriptions, le discours de Google. Finalement, c'est l'utilisateur qui va faire sa sélection sur la page de résultats, qui va cliquer sur votre site parce que voilà, ça lui paraît pertinent. Sur l'IA, vous ne maîtrisez plus rien. C'est l'IA qui va aller chercher l'information, soit sur votre site, soit sur d'autres sites, et qui va finalement faire une synthèse et fournir cette synthèse. Donc, si la synthèse elle est incorrecte, si vous avez des données qui sont incorrectes, il faut le savoir, il faut le remonter. Nous, on a le cas, par exemple, pour des acteurs qu'on suit dans l'univers bancaire, où on a besoin, par exemple, de maîtriser les taux sur les prêts. Forcément, si on cherche le meilleur taux sur ChatGPT et que le meilleur taux n'est pas le bon qui est affiché par rapport à nos marques, il y a un sujet. Donc, un sujet qui va remonter sur votre stratégie SEO, GEO, pour faire en sorte que l'IA cite les bons éléments. Il faut aussi surveiller comment l'IA parle de vous en termes de sentiments associés à votre marque et à vos produits, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a un gros sous-entendu de benchmark entre les marques et les produits dans les IA. Et donc, finalement, si votre marque a des faiblesses dans la partie e-réputation, c'est des choses qui peuvent remonter. Donc, vous avez besoin aussi de monitorer ce qui se passe, ce qui se dit de vous, et de surveiller cet axe-là pour aussi pouvoir réagir et en tout cas mettre en avant les éléments différenciants qui seront positifs. Donc, investir sur le GEO, ça nécessite aussi de changer les KPI de suivi. Le SEO traditionnel, on est beaucoup basé sur les sessions et la conversion par les sessions. Or, on sait que finalement, les sessions, elles vont chuter. On a besoin toujours d'avoir autant de leads ou de revenus qu'auparavant. Donc, il faut travailler votre présence et votre part de voix sur les IA. Donc là, on va regarder sur un ensemble de prompts si vous êtes cité, combien de fois vous êtes cité, à quelle position vous êtes cité. On va également vérifier les sentiments des réponses. Est-ce qu'on parle de vous en bien ou en moins bien par rapport à telle typologie de prompt? Il faut regarder également le trafic de la marque en volume, puisque comme on le disait tout à l'heure, on sait que cette visibilité sur les moteurs IA, elle ne va pas vous créer du trafic. En revanche, de manière un petit peu indirecte, ça peut vous créer du trafic plutôt marque, parce que c'est comme quand vous faites un spot TV, par exemple, vous avez une forte visibilité à l'instant T, et puis finalement, on vient vers vous après, soit en paid, soit en organique, en tapant des requêtes de marque. Donc là, c'est un peu le même effet. Il faut créer de la visibilité, de la notoriété dans les IA, et à un effet indirect, surveiller aussi le volume de trafic marque qui remonte. Il faut travailler aussi votre visibilité, là à la fois sur le SEO, parce que la frontière entre le SEO et le GEO, elle est assez fine, on va le voir tout à l'heure. Votre visibilité également sur les formats AI Overview, votre visibilité sur le GEO, parce que vous êtes visible ou pas, et votre visibilité sur les réseaux sociaux, parce que tout ça est interconnecté. Les réseaux sociaux, ça va vous aider aussi à la fois sur le SEO et à la fois sur les AI Overview, par exemple. Donc, chez Orexa Media, nous, on a une approche Omnisearch pour répondre à toutes ces problématiques, en tout cas de SEO, GEO au sens large. On va travailler le SEO traditionnel de manière amplifiée pour répondre au GEO. On va travailler sur les signaux d'autorité également pour répondre au LLM et à cette présence sur les moteurs IA. On va travailler également sur le social search, donc avec la création de vidéos, que ce soit des stratégies sur YouTube et sur TikTok, pour aller justement amplifier votre visibilité SEO, votre visibilité AI Overview. Et on travaille également sur des stratégies Discover qui permettent d'être visible avant même que l'internaute recherche quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on va faire vraiment un focus sur le GEO et donc apprendre comment fonctionnent les moteurs IA. Donc, les moteurs IA, elles se basent sur deux choses. Il y a un modèle d'entraînement
qui, en fait, finalement, un ChatGPT ou un Gemini va s'entraîner sur des millions de livres. Il va indexer tout Wikipédia, toutes les encyclopédies. Il va faire des partenariats avec différents médias et il va évidemment crawler un certain nombre de sites. Donc ça, c'est pour entraîner son modèle, son savoir. Et une fois qu'il a entraîné son modèle et son savoir, il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte très cher et il ne peut pas le faire de manière quotidienne, hebdomadaire ou même mensuelle. Donc, il le fait une fois par an ou 2 fois par an. Et en fonction des modèles, je vous ai mis par exemple ici le modèle GPT 5.1, il y a des cut-offs. Donc, cut-off, ça veut dire qu'à partir du moment où on a arrêté d'entraîner le modèle, et tout ce qui se passe après cette date-là, l'IA n'en a pas connaissance, en tout cas dans son modèle d'entraînement. Donc ça, c'est important à savoir en fonction du modèle que vous interrogez. Si c'est quelque chose qui est récent, l'IA ne va pas forcément avoir la réponse dans son modèle d'entraînement. Donc son corpus de données, il n'évolue pas tout seul dans le temps. Il faut qu'il y ait une volonté de mise à jour, de nouvelles versions et d'un entraînement de l'IA. Et donc finalement, pour répondre à toutes les requêtes un petit peu qui nécessite en tout cas de l'actualité fraîche, l'IA va pouvoir activer la recherche web en fonction du prompt. Donc finalement, c'est le prompt qui va définir est-ce que l'IA décide qu'elle peut utiliser son modèle d'entraînement tout seul et puis apporter une réponse, ou est-ce qu'au contraire, en fonction de l'intention utilisateur, du contexte, de la précision attendue, puis des risques d'erreur et d'incertitude, elle va définir un peu un risque d'hallucination. Parce que quoi qu'il arrive, l'IA répondra toujours à vos questions, mais elle ne va pas toujours répondre de la manière correcte. Donc, en fonction du risque d'hallucination, elle va jauger s'il faut qu'elle active ou pas la recherche web. Et donc, la recherche web, c'est là où nous, on peut aussi agir d'un point de vue SEO, GEO, de manière assez rapide. Donc, tout ce qui est modèle d'entraînement, il y a des plans d'action qu'on peut mettre en place, mais c'est vraiment du très long terme parce que ça nécessite que le modèle soit réentraîné pour prendre en compte les actions. Donc, ça va être des actions type optimisation Wikipédia ou Wikidata, des choses comme ça. La recherche web, c'est plutôt d'aller travailler votre visibilité sur un ensemble de sources qui vont être recherchées justement par les IA. Donc, quand l'IA passe en recherche web, il y a plusieurs étapes. Donc, première étape, c'est ce qu'on appelle le RAG, en gros, c'est la recherche augmentée, où l'IA va décomposer votre prompt en différentes sous-requêtes, et chaque sous-requête va être définie en encore différentes sous-requêtes. Donc, c'est ce qu'on appelle les queries fan-out. Donc, finalement, quand vous avez un prompt, il va être décomposé en plein de mini sous-requêtes différentes sur chaque sémantique. Et l'IA va aller récupérer les informations sur les sites web. Donc, il va utiliser un de nos partenaires. Donc, on voit que finalement, Google est encore très utilisé et très scrappé dans les résultats. Donc, il y a un gros enjeu aujourd'hui de Google de fermer un peu les portes aux concurrents pour maîtriser effectivement tout son algorithme. Parce que depuis le temps qu'il existe, on sait qu'il a un algorithme plutôt efficace et qu'il a éliminé tous les sites peu pertinents, spammants ou qui n'ont pas une forte autorité. Et donc, finalement, les IA, que ce soit ChatGPT, vont utiliser les index de Google pour aller sourcer les informations. Donc, ils sourcent les informations, ils vont récupérer des fragments de contenu. Donc, ils ne vont pas aller récupérer l'intégralité de votre page, ils vont juste récupérer ce qui est intéressant par rapport au prompt qui a été ciblé. Donc, une fois que cette génération de query fan-out est mise en place, il va récupérer toutes les réponses, il va voir un peu toutes les URL, et il y a un classement qui va se mettre en place, qu'on appelle le RRF, donc c'est un algorithme qui est important. Ce qui est important aussi à voir, c'est que il ne suffit pas d'être le premier sur un query fan-out pour être cité par l'IA. On voit que finalement, l'IA va privilégier les sources qui sont récurrentes et bien positionnées sur plusieurs requêtes proches. Donc, quand l'IA va décomposer le prompt en différents queries fan-out, si vous êtes visible en 3e position sur 5 ou 6 queries fan-out, vous avez plus de chances d'être cité qu'un concurrent qui est visible premier sur 2 queries fan-out et pas du tout sur les autres. Donc, il y a un système de classement qui est mis en place avec une sorte de moyenne. Donc, il y a une formule mathématique, on ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est très technique.
Mais ce qui est important ici, c'est de travailler vraiment la récurrence et le champ sémantique pour être le plus large possible. Ensuite, le deuxième algorithme qui est important à avoir en tête, c'est le système anti-doublon, qu'on appelle le MMR. Finalement, quand l'IA a récupéré toutes les informations, qu'elle a mis en place son système de classement, donc il y a un ordre finalement d'URL qui est défini, avec telle URL en priorité, telle URL en secondaire, telle URL en troisième, par exemple. Mais une fois qu'on a récupéré l'information sur la première URL et qu'on va sur la deuxième et qu'on voit exactement la même chose, qu'on va sur la troisième et qu'on voit exactement la même chose, il n'y a aucune raison finalement d'y aller et de citer ces sources-là. Donc, on ne va pas les citer. Donc, si vous voulez avoir le plus de chances aussi d'être cité, il faut essayer de se différencier et d'apporter quelque chose qui n'est pas présent chez les concurrents. C'est là où c'est aussi difficile, parce que finalement, quand vous travaillez votre SEO, vous travaillez aussi sur la base de briefs éditoriaux, de briefs sémantiques. Puis tous les concurrents travaillent sur la base des mêmes briefs sémantiques. Alors, il y a plein d'outils différents, mais quoi qu'il arrive, en général, on essaye toujours de répondre aux mêmes intentions et les résultats de recherche peuvent être finalement assez identiques les uns des autres, parfois. Donc, il faut toujours aller chercher, finalement, pour maximiser votre visibilité, un petit peu les éléments différenciants et d'aller le plus loin possible dans la réponse et de répondre à toutes les intentions possibles sur une requête. Et donc, ce qu'on voit, ce qui change du SEO au GEO, c'est qu'on n'optimise plus forcément une position, on optimise pour rentrer dans le périmètre de confiance d'un modèle et surtout pour rentrer dans le périmètre de confiance d'un modèle par différentes sources possibles et pas que votre site web. Ça peut être d'autres sources. Ça peut être effectivement par de la vidéo, par du Wikipédia, par du LinkedIn, par des citations médias, etc. Donc l'enjeu, c'est plus forcément d'être devant les autres, c'est vraiment d'être revenu dans un ensemble de sources qui sont jugées fiables et pertinentes et d'augmenter la probabilité finalement de citation. Il faut savoir que l'IA est programmée pour ne jamais apporter la même réponse à un même prompt. Donc, quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais la même réponse à un prompt. Et la logique également de ranking sera toujours différente. Ce qui est important, c'est vraiment d'être présent dans la réponse, d'être cité en tant que marque ou d'être cité en tant que produit. Alors, on en vient au plan d'action. Si vous êtes invisible, pas assez visible, ou même si vous êtes déjà plutôt bien visible, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ou pour défendre les positions? Première étape, c'est l'audit GEO pour connaître vos performances. Donc, l'audit GEO, il est nécessaire d'identifier les prompts. C'est une étape qui est cruciale aujourd'hui parce que si vous identifiez les mauvais prompts, finalement, vous allez vous baser une analyse qui va être complètement biaisée et faussée. Donc, il faut identifier les prompts sur lesquels, évidemment, l'IA peut être sujette à extraire des marques ou des produits. Nous, on recommande de faire un minima 100 prompts, de monter jusqu'à 300 prompts, de voir vraiment si vous avez un champ sémantique assez large, de monter au-delà de 300 prompts pour simplement diminuer un peu les risques d'erreur. Il faut savoir qu'on n'a aucun outil aujourd'hui qui est fiable à 100%. Nous, on interroge, par exemple, dans notre outil, les API des LLM. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'IA est programmée pour ne jamais apporter la même réponse. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment la réponse, c'est plutôt est-ce que je suis présent, est-ce que je suis cité, est-ce que mes concurrents le sont aussi, et puis est-ce que peut-être il y a d'autres concurrents que du SEO traditionnel qui remontent, et puis comment je suis cité, est-ce qu'on parle de moi en positif ou en négatif. L'audit vidéo, il faut le faire sur une période de 1 mois minimum, parce que si vous le faites que sur juste un run, donc vous lancez aux 100 prompts ou 300 prompts une fois, vous avez une réponse, mais on s'aperçoit que finalement, c'est très variable dans les IA, donc de le faire sur une période de 1 mois et de manière hebdomadaire, ça vous permet de voir un petit peu quels sont les acteurs et quelle est la tendance dans le temps. Est-ce que votre part de voix, elle évolue? Est-ce qu'elle est plutôt stable? Et d'avoir un périmètre assez large de données. Et ensuite, on rentre dans l'analyse où on va détecter effectivement les forces et faiblesses, les prompts sur lesquels vous êtes visible, pas visible, est-ce que c'est relié à une sémantique particulière, à une typologie de produit, et puis aussi définir quelle est la typologie de vos concurrents, est-ce que c'est exactement la même que sur du SEO traditionnel, ou est-ce que c'est un peu différent? On peut avoir par exemple des acteurs qui sont très présents dans le SEO traditionnel, et beaucoup moins en tant que marque dans les IA, mais qui peuvent être utilisés en tant que sourcing.
Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Nous, on a un outil qui s'appelle BrandScore AI qui a été développé en interne sur Examedia, qui permet de monitorer justement la part de voix sur les IA, de faire un benchmark concurrentiel, d'analyser les sentiments associés aux marques et aussi d'identifier, et ça c'est le point très important, les sources d'autorité. Donc à partir du moment où on récupère une réponse dans les moteurs IA, on va regarder comment l'IA, sur quoi elle s'appuie et sur la base de quelle source. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir justement après jouer dans la stratégie pour augmenter votre visibilité. Cet audit géo, il est intéressant, il a aussi des faiblesses, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun outil qui nous dit tel prompt est recherché tant de fois. On sait que finalement, un prompt, c'est très différent d'un mot-clé SEO. Dans le mot-clé SEO, on a aujourd'hui des outils assez fiables qui nous permettent d'avoir des tendances et du nombre de recherches qu'on peut avoir sur les moteurs de recherche par mois et d'être très précis. On sait exactement que tous les ans, au mois de mars, il y a un pic pour telle et telle activité. Sur la partie prompt, c'est beaucoup plus précis. Ce sont des prompts qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus précis, donc des formats beaucoup moins recherchés en termes de volumétrie, je dirais. Et donc, c'est un peu là, ici, la faiblesse de l'audit, c'est-à-dire que vous avez des KPI qui vont vous dire est-ce que je suis présent, est-ce que je suis plus ou moins présent que les concurrents. Par contre, vous n'avez pas cette notion de visibilité forte ou pas sur un typologie de prompt plus ou moins recherché qu'un autre. Alors après, il y a des outils qui peuvent le faire, mais c'est pas une donnée qui est fiable, en tout cas qui est fournie par les moteurs IA. Donc, pour contrebalancer ça, nous, ce qu'on propose et ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des analyses de logs sur les bots IA qui est intégré dans notre outil BrandScore, où là, on récupère les fichiers serveurs de votre site web. On va récupérer tout ce qui s'y passe quand Google passe, quand les bots IA passent, donc quand un ChatGPT passe, et on va savoir aussi si il vient pour son modèle d'entraînement ou s'il vient pour répondre à un prompt. Et donc, on va pouvoir monitorer cette présence, on va savoir à quel moment il passe, quelle fréquence, sur quelle URL. Et donc, on va pouvoir aussi monitorer ici, en quelque sorte, le flux de réponses qui proviennent de chez vous dans les différents moteurs IA. Donc, une fois que vous avez fait cet audit géo, effectivement, il faut décliner la stratégie. Donc là, c'est identifier les prompts cibles sur lesquels vous n'êtes pas visible ou sur lesquels vous manquez de visibilité, mais aussi quelles sont les personas cibles que vous voulez justement adresser, quel est votre profil utilisateur, à quel moment de l'intention on se situe et du contexte décisionnel, quel angle d'expertise on va approcher également pour développer votre visibilité, comment on peut se différencier des concurrents et qu'est-ce qu'on met en avant par rapport à notre marque ou à notre produit. C'est là où ça va être important de mettre en place tous les éléments de marketing qui peuvent être différenciants, tous les prix, les certifications, les labels, les benchmarks, etc., pour apporter vraiment du poids à votre site et de nourrir finalement les moteurs IA. Et puis, se fixer des objectifs. Ça peut être des objectifs tout simples comme, je suis troisième en part de voix, je veux devenir numéro 1, je veux améliorer ma part de voix de X% à 30%. Je vois que je suis finalement bien visible sur ChatGPT, mais pas sur Gemini, donc je veux mettre en place une stratégie sur Gemini. Ou alors, j'ai des sentiments, j'ai une belle visibilité, mais des sentiments qui sont un scoring de sentiments qui est plus faible que les concurrents. Donc, comment j'améliore ce scoring de sentiments dans les IA? Ensuite, il y a plusieurs actions que vous pouvez mettre en place. La partie optimisation on-site, c'est celle qui ressemble le plus au SEO traditionnel. La première des choses à faire, c'est de vérifier que vous ne bloquez pas les bots IA. Alors, il y a plusieurs manières de bloquer les bots IA, donc il faut bien vérifier à la fois dans le robot TXT, effectivement, que les bots ne sont pas bloqués, et à la fois aussi côté serveur. Parce que si vous ne les bloquez pas dans le robot TXT, mais qu'ils sont bloqués dans le pare-feu des serveurs, vous avez un problème. Donc ça, il faut il faut que vous confirmiez ce point-là, en tout cas, de débloquer les bots IA. Ensuite, il y a la partie optimisation de vos contenus sur votre site. Donc, quand on travaille sur le GEO, ça ressemble quand même très fortement au SEO. L'information principale, elle devrait être tout en haut de la page, le plus en haut possible. Il faut travailler évidemment sur votre temps de réponse, parce que plus votre site est lent, l'IA, si au bout de 2 secondes, elle est arrivée sur votre site et qu'il n'a pas répondu, elle est déjà repartie.
Il faut aussi travailler ce qu'on appelle les chunks en termes de contenu éditorial. Donc, c'est de travailler des paragraphes qui vont être indépendants les uns des autres, et de ne pas faire voilà, 800 mots où on a besoin de lire l'introduction, le paragraphe 1, paragraphe 2 pour comprendre le paragraphe 3, mais d'avoir vraiment une logique de contenu qui va être indépendante avec des petits blocs très précis, de travailler des formats questions-réponses, des formats FAQ. Comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux algorithmes anti-doublons, de travailler la sémantique pour avoir des articles plutôt complets qui traitent vraiment de toutes les intentions et d'aller chercher de la différenciation avec les concurrents. Il faut travailler également vos données structurées, tout un tas de données structurées qu'on peut mettre en place sur un site web, l'organisation, les avis, les produits, les enseignes et localités, c'est hyper important si voilà, vous êtes un réseau, par exemple, local. Les FAQ, si vous avez des vidéos, vous pouvez mettre aussi des micro-données pour expliquer quelles sont vos vidéos et de quoi vous parlez à tel moment dans la vidéo. Et finalement, toujours continuer à travailler l'algorithme EEAT de Google qui renforce votre expertise et votre confiance. Et ça, en travaillant avec des contenus plutôt premium, on peut l'adresser avec des créations de vidéos, que ce soit des vidéos produits, de marques, sur des usages de vos produits. Les implémenter également sur votre site en rajoutant les microdonnées, en faisant en sorte de créer des sections vidéo qui permettent en tout cas aux vidéos d'être référencées dans Google pour jouer à la fois sur le SEO traditionnel et sur le GEO. De créer évidemment des contenus premium type études, benchmark, des sondages, etc. Et puis on peut aussi mettre en place des contenus UGC qui peuvent être intéressants avec des vidéos, témoignages. Ça va renforcer votre SEO traditionnel. Ça peut renforcer également votre visibilité dans les moteurs IA. Ensuite, on a un gros axe de travail également sur les sources externes, parce que finalement, pour être cité et pour que l'IA dise de vous que vous êtes le meilleur, il ne suffit pas de dire je suis le meilleur sur mon site, il faut aussi le prouver et faire en sorte que d'autres le disent. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on observe en pratique, c'est que les LLM, les IA, elles tendent à accorder plus de confiance à des affirmations qui sont aussi confirmées par des sources tierces que le site d'une propre marque. Et donc, pour ça, il y a plusieurs axes de travail. Allez travailler votre visibilité sur les sources de référence. Donc, là, on parle plutôt de la présence encyclopédique. Finalement, si on se met d'un point de vue moteur de recherche, on dit Wikipédia, c'est plutôt un petit site. Alors, à l'échelle du web, évidemment, c'est un très gros site, mais à l'échelle d'un moteur de recherche, c'est un petit site dans lequel il y a des informations qui sont ultra fiables et ultra importantes. Donc, évidemment, il va y avoir un boost, en tout cas dans les modèles d'entraînement, d'aller crawler du Wikipédia. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un premier audit de présence sur votre page de Wikipédia. Est-ce que vous avez une page déjà? Est-ce que vous êtes dans Wikipédia ou pas? Si vous avez une page, est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'elle mentionne vos produits? Est-ce qu'il y a des effets négatifs, des éléments négatifs qui sont présents dedans? Parce qu'il peut y avoir aussi, parfois, des éléments négatifs qui ressortent. Et ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose parce que Wikipédia a un objectif de neutralité. Mais il faut jouer avec cette donnée-là. Si vous avez des éléments à optimiser, bien sûr, passez par une optimisation de la page Wikipédia en enrichissant toutes les données factuelles. Et un élément qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire qu'on va créer des contenus sur son site web, plutôt premium, qui peuvent être utilisés justement en sourcing sur des pages Wikipédia autres que la vôtre. Donc, si vous faites des études spécifiques, et puis vous pouvez très bien aller proposer sur d'autres pages de Wikipédia de dire selon telle étude, le taux d'utilisation de tel élément, etc. est mis en place. Vous pouvez aller également sur Wikidata. Wikidata, c'est un peu moins connu que Wikipédia, c'est un peu le jumeau, mais de manière, je dirais, plutôt base de données qui va être lisible par les machines. Et dans Wikidata, ce qui va être important, c'est de regarder finalement si votre enseigne existe ou pas. Si elle n'existe pas, ça peut être un point justement à adresser, de créer votre enseigne avec les propriétés, avec le secteur d'activité, le pays, depuis quand vous existez, quels sont les fondateurs, quel est le site officiel. Voilà. Des choses assez simples, mais qui peuvent être mises en place. Et ensuite, vous avez d'autres sources également qui sont intéressantes à travailler, type format, les pages LinkedIn, par exemple, les pages Google My Business et les pages aussi à propos de votre site. Ça, c'est un point important.
les pages à propos de votre site, d'un point de vue SEO, auparavant, on s'en fichait un petit peu. Aujourd'hui, si vous bloquez ces pages-là, vous tirez en quelque sorte une balle dans le pied parce que c'est très important pour le GEO. Ensuite, il faut aller travailler vos sources de référence et d'aller augmenter vos citations médias sur les sources d'autorité justement des IA. Alors ici, je vous ai mis les top médias dans les grandes masses qui sont cités par les IA. On va retrouver par exemple, ça c'était une étude, je crois que c'était Href, il me semble. J'ai un petit doute, mais en gros, les top médias qui sont les plus cités par les IA, on retrouve du BFM, le Parisien, la Louis Forbes, voilà, FR Android, par exemple. Mais aussi, nous, ce qu'on préconise de faire, c'est d'avoir les médias qui sont issus de l'audit GEO. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à telle typologie, enfin, tel et tel prompt qu'on renseigne dans l'audit GEO, on va récupérer toutes les sources qui sont citées par les IA. Et donc, on va pouvoir faire un focus très pertinent en sachant que tel média est cité à telle proportion dans les sources sur votre environnement de prompt qui a été recherché. Et donc là, sur cette liste de sources, on va pouvoir agir effectivement et s'approcher des différents médias pour proposer des articles. Mais des articles qui sont très différents du netlinking traditionnel, puisqu'ici, on va chercher justement à se positionner sur du GEO, donc sur un prompt. Donc finalement, on prend un prompt sur lequel vous n'êtes pas visible. Le prompt, on sait qu'il est découpé en différentes queries fan-out. On prend une query fan-out qui va être importante pour aller travailler le titre justement de l'article. Donc là, c'est un exemple sur les crédits renouvelables les plus flexibles en 2026. On a fait un article pour un de nos clients. Dans cet article-là, on va effectivement parler de la marque. Il y a un objectif quand même un peu de neutralité, mais de mise en avant, évidemment, de la marque, parce que le but, c'est quand même de vous mettre en avant. Donc, on le fait de manière un peu intelligente pour vous mettre en avant, mais tout en paraissant quand même neutre aux yeux des internautes et puis des moteurs IA. Si vous arrivez en disant, voilà, on est les meilleurs, etc., c'est aussi un peu gros. Donc, il faut cet objectif de neutralité pour avoir plus de chances d'être cité, et aussi mettre en place des benchmarks concurrentiels, puisque comme je le disais au début du webinaire, de plus en plus, beaucoup de prompts incluent finalement de la comparaison entre marque et produit. Donc, il ne faut pas aussi hésiter à vous situer par rapport à votre univers concurrentiel dans un article et aussi de pouvoir citer des concurrents. On va aussi mettre en avant dans ce type de format d'article des avis utilisateurs. On va mettre en place des tableaux de comparaison. On va mettre en place des FAQ. Donc, c'est vraiment un format qui est travaillé, qui est très différent du SEO traditionnel, où finalement, dans le SEO traditionnel, c'est beaucoup des articles IA où on s'en fiche un peu de l'article. Ce qui nous intéresse, c'est le lien et le jus de lien qui est transmis. Là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément le lien et le jus de lien, c'est vraiment l'autorité de l'article en lui-même et le contenu de l'article. Et ensuite, c'est une négociation éditeur qui est importante, puisque ça représente des coûts différents du netlinking traditionnel, parce que justement, un contenu premium avec des formats différents qui nécessitent aussi une intégration un peu plus poussée et moins basique que le SEO traditionnel. Je vous montre ici des résultats qu'on a observés, nous, en interne. Wall Street English, par exemple, en 20 jours, on réussit à remonter sur un prompt qui est quelles sont les meilleures formations pour apprendre l'anglais rapidement, en allant travailler justement via un audit GEO à l'identification des différentes sources d'autorité et en allant créer un article qui va justement comparer les différents organismes pour apprendre l'anglais rapidement et en mettant en avant notre client. Là, en 20 jours, on réussit à remonter dans les sources d'autorité des IA et à avoir une mention sur le prompt. Donc, quand on fait un article, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas une garantie de résultat à 100% parce que l'IA, elle se base sur tout un tas de différentes sources. Mais plus on va faire des articles et plus on va aussi augmenter finalement les chances de citation dans les IA. Ce qui est important, c'est aussi, on va le voir après, de faire un suivi, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes cité via cet article que dans 6 mois, vous le serez toujours. Il y a quand même un besoin de monitorer la performance. Un autre exemple avec Sofinco, où on a réussi en 15 jours justement à obtenir une mention avec un article dans un média Money Bounce.
où, pareil, on avait fait le même exercice sur un prompt sur les crédits renouvelables les plus flexibles en 2026 et en créant un article qui va parler voilà, du crédit renouvelable, des différentes offres et de pourquoi, effectivement, Sofinco, par exemple, est un acteur important à prendre en compte dans tous ces crédits renouvelables. Donc là, on le voit que finalement, on arrive à avoir des résultats assez rapidement avec cet accompagnement sur les sources d'autorité des IA et la mise en place de ce qu'on appelle des publics rédactionnels, en tout cas des contenus SEO, GEO. Et l'idée, après, effectivement, c'est de capitaliser et de monitorer la performance dans le temps. On sait que les IA, elles privilégient quand même beaucoup la fraîcheur et du coup, quand vous faites un article, selon je dirais, l'environnement concurrentiel, on aura besoin d'en faire plus ou moins dans le temps pour garder cette visibilité et aussi en fonction de si des concurrents utilisent la même stratégie. Donc, il y a certains prompts qui vont être très spécifiques et très précis sur lesquels on a peut-être besoin que de un ou deux articles et finalement, on voit qu'on arrive à avoir une mention qui est stable dans le temps. Mais au contraire, on en a d'autres où il va falloir quand même plusieurs publics rédactionnels et une récurrence dans le temps si on veut garder cette avance. Donc ça, c'est important. On sait que les IA, de toute façon, aujourd'hui, on apprend en même temps que les IA, c'est un milieu qui évolue beaucoup. Donc, il y a vraiment ce besoin, en tout cas, de s'équiper d'un outil qui vous permet de monitorer les performances, de savoir ce qui se passe à l'instant T et dans les semaines à venir. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'en fonction des modèles, vous pouvez avoir des différences, puisque les modèles évoluent. Donc, au sein de ChatGPT, en réalité, il y a différents modèles. Et l'utilisation de ces modèles, elle tend aussi à être de plus en plus opaque, puisque aujourd'hui, en fonction des prompts, c'est l'IA elle-même qui va détecter quel modèle elle utilise. Est-ce que c'est un modèle plus coûteux qui a besoin d'aller en profondeur, ou au contraire un modèle un peu moins coûteux qui ne nécessite pas d'aller très loin pour apporter une réponse. Et en fonction des modèles qui sont utilisés, on peut avoir des réponses qui sont aussi très différentes et une visibilité de marque qui diffère. Donc nous, on a aussi dans l'outil ce moyen de comparer au sein de ChatGPT, au sein de Gemini, les différents modèles entre eux pour savoir quelle est finalement votre part de voix de manière assez fine, en tout cas pour aller le plus loin possible dans les analyses des résultats. Voici en synthèse le plan d'action, audit GEO et stratégie qui en décline. On débloque, on vérifie qu'il n'y a pas de blocage au niveau des bots IA. Deux stratégies, à la fois on-site, optimisation de contenu, données structurées. On travaille le EAT et les formats multimodaux, vidéo, infographie, tout ce qui va permettre en tout cas de vous différencier des concurrents. Une stratégie également off-site, en allant chercher des présences faciles sur du Wikipédia, du Wikidata, d'aller chercher des citations médias sur les sources d'autorité des IA et de travailler toutes les autres sources qui sont possibles. Alors, c'est vrai que là, j'ai fait un focus effectivement sur le GEO. On a un peu moins parlé du multimodal, mais ça peut être aussi intéressant d'aller travailler sur du YouTube, du TikTok. On le disait tout à l'heure aussi, d'aller travailler sur du LinkedIn, sur du GMB, c'est très important si vous êtes sur le local, parce que tout ça, ce sont des bases de données qui peuvent être utilisées par les IA. Et ensuite, on monitore les performances et on s'adapte et on affine la recommandation au mois le mois. Voilà pour ce plan d'action, en tout cas ces process que vous pouvez mettre en place. J'espère que ce webinaire vous a plu, vous avez appris des choses. Je ne sais pas si on a des questions qui sont remontées. Peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions. Je pense que Sandra peut-être peut intervenir. Alors, on dirait qu'on a plusieurs questions qui sont remontées sur le chat, notamment par Julien. Quel KPI peut-on isoler quand on fait cet audit? Donc, en référence à l'audit GEO que tu posais en étape 1. Et dans quel support les stocker?
Alors, on a différents KPI qu'on va analyser. Nous, on se base beaucoup sur la part de voix qui est finalement le nombre de mentions que vous avez versus le nombre total de mentions des IA. Donc, on ne se base pas sur un environnement de concurrents précis. Toutes les marques qui sont citées dans les IA, donc on a un agent IA qui va finalement remonter toutes les marques qui sont citées dans les IA. Donc finalement, quand on fait un audit GEO sur 300 prompts, on peut avoir des milliers de concurrents en GEO. On va regarder le nombre de mentions qui pointent, enfin, qui parlent de notre marque versus le nombre de mentions qui parlent des autres marques. Donc ça, c'est la part de voix. On va regarder également le taux de présence. Est-ce que finalement, je suis présent sur ChatGPT, Gemini, mais pas sur Perplexity, ou à l'inverse, est-ce que je suis présent sur aucun des trois ou sur les trois? Parce qu'on peut être présent, mais on peut être cité 2 fois, on peut être cité 3 fois, on peut être cité 4 fois, ça peut dépendre. On va regarder également les sentiments associés aux réponses. Ça, c'est, je dirais, les indicateurs principaux. Après, nous, on a plus des indicateurs, effectivement, internes qui nous permettent de définir la stratégie, de savoir si je suis cité, comment je suis cité, via quelle source. Et après, c'est stocké, nous, dans notre outil. On a ensuite des rapports de performance qu'on peut envoyer mensuellement. Donc, tous nos clients, ils ont accès en temps réel à l'outil pour voir les données. Ensuite, on a des reportings qui sont mensuels où on envoie un export PDF avec la performance de nos clients, la performance des top concurrents, la part de voix, l'évolution dans le temps, et puis évidemment une analyse sur les prompts. Sur quel prompt je suis visible, moins visible. Est-ce que ça rejoint, tous ces prompts-là rejoignent la même sémantique ou est-ce que c'est vraiment de manière éparse, plein de prompts différents pour justement affiner la stratégie et voir l'efficacité dans le temps. Après, avec l'outil, on peut rentrer de manière très granulaire. On peut aller chez un concurrent, voir le concurrent sur quel prompt exactement il est visible et sur quel prompt il est visible, avec quel URL, etc. Donc, on peut aller assez loin dans l'outil. Mais pour un benchmark et pour des KPI un peu de masse, je dirais que c'est la part de voix, le taux de présence, l'évolution dans le temps qui sont importantes, avec aussi évidemment un focus sur les différents prompts qui sont les plus pertinents. Alors, on a d'autres questions supplémentaires, Eric. Est-ce que tu peux réexpliquer comment identifier les types de prompts les plus réalistes possibles, à défaut d'avoir des données users des LLM? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est pas si évident parce qu'on n'a pas de données aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part de ce qu'on connaît. Donc, on connaît les mots-clés qui sont utilisés par les internautes dans les moteurs de recherche traditionnels. Et on fait le cheminement inverse des queries fan-out, où finalement un prompt est décomposé en query fan-out qui vont davantage ressembler à des mots-clés. Donc on se dit, on part du mot-clé, on connaît qu'on a une volume de recherche sur telle et telle typologie de mots-clés. On essaye d'identifier du coup, via pareil des agents IA, différentes queries fan-out qui peuvent être mises en place autour de ces mots-clés-là, et d'identifier ensuite les prompts. Différents prompts. Donc finalement, on peut avoir beaucoup de prompts qui gravitent autour d'une seule idée. Et là, on a un agent IA chez nous qui fait ça. Et après, on a systématiquement une validation humaine parce que si vous laissez juste l'agent IA, vous pouvez aussi parfois avoir des choses qui ne sont pas très cohérentes. Donc, c'est une grosse phase chez nous dans le setup de l'outil et qui est très claire et transparente avec nos clients, où on leur donne la liste de tous les prompts que nous, on pense intéressants à suivre. On valide avec nos clients, effectivement, la typologie des prompts à suivre. Donc, on part, effectivement, on fait une analyse sur SEMrush ou sur un autre outil de mots-clés. Après, l'agent IA, il va aussi scraper les people also ask, les réponses, etc., pour avoir toutes les questions qui peuvent être posées autour d'un mot-clé et décliner toute une série de prompts. Et c'est comme ça qu'on fait. Et après, c'est pour ça que je disais, il faut quand même le plus possible tourner vers 300 prompts, parce que finalement, 300 prompts, c'est vite, ça vient très vite. Et donc, si vous avez plusieurs typologies de produits ou de rubriques sur votre site sur lesquelles vous voulez surveiller votre visibilité, finalement, ça monte très vite. Donc après, on priorise aussi en fonction de l'impact business ou de l'impact qu'on veut monitorer. Donc, parfois, il y a des rubriques, on veut juste voir un petit peu est-ce que je suis visible ou pas, mais ce n'est pas un élément stratégique. Donc, on va mettre un peu moins de prompts et on va faire un focus sur un nombre de prompts plus important sur les rubriques principales.
Il y a une autre question d'Anne-Sophie sur les usages de recherche IA. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, Eric, mais est-ce qu'on a des données d'âge sur les répartitions de recherche Google, réseaux sociaux? Alors là, oui, je pense, et plutôt IA. On avait des données sur OpenAI, alors sur l'âge, je n'ai plus souvenir. On avait des données en tout cas qui nous disaient que c'était très utilisé par les hommes au démarrage et ensuite que les femmes s'y sont mises un peu plus tard et qu'aujourd'hui on est plutôt à 50-50. Sur les âges, je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose, mais de manière de toute façon, on sait que ça, c'est un format qui est préempté par plutôt les jeunes générations, hein. Donc, plus on est jeune et plus on est susceptible d'utiliser les IA, et plus on avance dans l'âge et moins on l'est de manière générale. Après, je ne sais pas si, je dois regarder, je n'ai pas forcément de source d'appui là-dessus. Mais OpenAI avait le petit graphe que j'ai sorti tout à l'heure sur justement l'utilisation des IA venait de OpenAI qui a fait une petite étude là-dessus, sur lequel on retrouvait des données. Je vous invite peut-être à rechercher de ce côté-là si on a des informations, mais il ne me semblait pas d'avoir vu de données sur l'âge. Je ne crois pas non plus. Bien sûr, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le partager dans le chat pour les personnes qui sont un peu plus connaisseuses ou qui sont très en veille sur le GEO. Peut-être une question un peu plus technique pour terminer, pour te challenger un peu, Eric. C'est une question qui a été posée par Basile un peu plus tôt. Avez-vous observé via les logs des bots IA pourquoi elles repartent sans data? Est-ce que ça peut être à cause d'un temps de chargement trop long? Est-ce que le seuil de 2 secondes qui a été évoqué concerne... Enfin, quelle IA est concernée par le seuil de 2 secondes que tu as évoqué un peu plus tôt dans la présentation? Il n'y a pas forcément une IA concernée par un seuil. Je dirais que ça, c'est des recommandations un peu SEO génériques et traditionnelles et que vous devez mettre en place pour tous les IA. Alors après, il y a eu des effets un peu d'annonce récemment en disant oui, il faut que votre page fasse moins de temps d'octet, etc. pour que ça fonctionne. Mais en réalité, derrière, c'était des seuils qui étaient assez importants. Et quoi qu'il arrive, l'intégralité des sites web aujourd'hui ne dépasse pas trop ces seuils-là en termes de kilo-octets, en tout cas de code sur les pages. Mais effectivement, le temps de réponse, il est important parce que si vous avez un temps de réponse qui est trop long, effectivement, l'IA ne va pas repartir sans données. Donc ça peut être un élément de réponse, il faudrait creuser. Nous, on a pas mal de sujets aujourd'hui, plus sur le déblocage de bots IA, qui peut être un peu complexe et compliqué parfois en fonction des marques qu'on accompagne et puis des univers, enfin je dirais de la notion de sécurité qui est mise en place, qui parfois est assez importante. Et du coup, c'est d'identifier comment on arrive à identifier les bots et comment on arrive à les laisser passer quand on bloque tout le monde. Et c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui. Donc finalement, est-ce que voilà, ça peut être aussi un sujet à voir de notre côté. Est-ce que tous les bots sont autorisés ou pas? Est-ce que finalement, il y en a, on a des bots aussi parfois qui se cachent aussi. Je crois que c'est Perplexity qui se cache un peu le plus. Donc, on a un peu de mal parfois à identifier effectivement quel bot vient et est-ce qu'il arrive à venir. Donc, est-ce qu'il y a un système un paramètre de blocage? Donc, nous, on regarde aussi et on demande la partie log pour voir un peu quel bot passe, à quelle fréquence, et de mettre des alertes quand il y a des choses qui nous paraissent un peu surprenantes, quand ils ne passent pas souvent, par rapport à tous nos clients qu'on accompagne avec la typologie de marques qu'on accompagne. Quand on sait qu'on a un acteur où il y a des bots qui passent plusieurs centaines de fois par jour, et puis qu'une autre marque qui passe que 10 fois, on se dit qu'il y a un souci, par exemple. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut comparer également les sujets. Après, là, on est sur des points très techniques, donc il faudrait creuser sur l'analyse de log, effectivement, et rentrer dans le détail. Et on a fait le tour des questions, Eric. Très bien. Eh bien, il est 10h30, donc on a tenu l'heure. J'essaie toujours de faire court, mais je sais que je suis toujours beaucoup plus long que ce que je prévois, mais parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire.
C'est un vrai sujet sur lequel voilà, on peut passer des heures et en plus débattre pendant des heures. Mais voilà, j'ai essayé de vous faire un peu une photocopie de comment ça fonctionne et de ce que vous pouvez mettre en place. En tout cas, dès aujourd'hui, il y a des actions qui nous permettent en tout cas d'avoir des résultats très vite. Comme je le disais, hein, voilà, l'audit Géo, ça prend un mois à faire. Mais une fois qu'il est fait, si vous êtes réactif, le mois d'après, vous pouvez déjà avoir des résultats. Parce que si vous travaillez sur votre site et puis que vous mettez en place des contenus sur les citations médias de manière rapide et efficace et que vous avez voilà, une certaine réactivité, une flexibilité là-dessus, en 60 jours, on peut déjà avoir des premiers résultats. Après, pour les marques, c'est un peu plus long. Effectivement, quand on a besoin de valider toutes les étapes, on est plus aux alentours de 90 jours pour avoir les premiers résultats. Mais en tout cas, on peut, il n'y a pas besoin d'attendre non plus des mois et des mois, parfois, comme ça peut être le cas sur le SEO, pour avoir des tendances qui remontent, ou en tout cas de remonter sur des prompts sur lesquels on est invisible. Donc, il y a voilà, une certaine rapidité qui peut être mise en place, et avec effectivement un travail en parallèle côté site qui peut être plus long et en fil rouge et évidemment priorisé. Pour terminer ce chat, un replay vous sera transmis par mail à la suite du webinaire animé par Eric. J'ai également mis dans le chat un lien pour nous poser des questions, si vous en avez par la suite, si vous souhaitez organiser un rendez-vous, nous rencontrer, éventuellement faire une démo de notre outil BrainScore qu'Eric a évoqué plus tôt. Et on a même une dernière question, si le timing est encore possible. Eric, vous avez mentionné la mention de marque sur des sources d'autorité. Est-ce que le netlinking est toujours d'actualité? Oui, toujours d'actualité, parce que finalement, vous avez toujours besoin de travailler votre SEO traditionnel pour remonter dans le GEO. Vous le voyez tout à l'heure, les IA vont aussi se baser sur les index de Google. Donc finalement, plus vous êtes haut dans les index, plus vous avez des chances d'être cité. Donc le SEO traditionnel, il est toujours d'actualité, toujours plus fort que jamais. Il y a des choses qui changent un peu, des KPI qui sont un peu différents à suivre, qui sont complémentaires, mais il ne faut pas sous-investir votre SEO traditionnel, c'est hyper important. Il faut toujours continuer à le travailler. Et donc le netlinking, nous, on continue de le travailler chez nos clients. La seule chose qui change un peu, c'est que, alors, dans le netlinking, on a différentes typologies de liens. Alors, nous, on travaille plutôt sur des liens de qualité. Donc, on a des niveaux seuils de performance sur l'ensemble des médias partenaires qu'on va utiliser ou des blogs partenaires. Donc, on va travailler soit sur du volume, parce qu'on a besoin de volume par rapport au benchmark de netlinking, ou sur de la qualité. Généralement, c'est toujours un mix des deux. Et ce qui change surtout dans la stratégie GEO et SEO, en tout cas dans les budgets, parce que effectivement le netlinking c'est quand même un coût, et quand on veut aller chercher de la citation média, en général on est quand même sur des liens plutôt premium, où on attend de nous d'être aussi sur des sources d'autorité importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement des médias premium qui peuvent coûter cher. On a aussi beaucoup de médias qui sont très nichés et qui sont aussi sourcés par les IA et qui sont beaucoup plus accessibles et sur lesquels on peut faire aussi ce genre d'articles. Et ce qu'on fait, c'est que finalement, le budget un peu premium, on a tendance à le basculer du SEO vers le GEO parce que finalement, on va quand même négocier sur un certain nombre de liens un article à destination du GEO mais qui contient un lien vers le SEO. Pour éviter de multiplier la pocket netlinking, et on sait que c'est quand même des enjeux importants, on va essayer de trouver cette synergie entre la présence, le lien qui nous sert pour le SEO et le lien qui nous sert pour le GEO, même si c'est aussi important de faire des articles qui vont juste mentionner la marque et pas forcément faire de lien vers vous. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parfois au niveau des marques parce que il faut investir et puis on investit juste pour le GEO et moins pour le SEO. Donc nous, dans une plus grande proportion, on essaye de faire les deux, SEO plus GEO. Parfois, ça peut être aussi intéressant de se tester sur du GEO only et d'avoir juste un petit budget pour faire quelques liens où on ne va pas forcément
enfin, faire quelques articles, on ne va pas forcément chercher du lien, mais juste l'article et la notion, voilà, si on a une problématique des réputations, une problématique de baisse de visibilité sur un secteur d'activité, etc. Voilà, c'est important de toujours diversifier en tout cas ses sources et diversifier les types de liens, les types d'articles qu'on crée. Merci à vous. Au revoir et bonne journée.